Et si le sort réservé à Maduro annonçait la fin de toute règle pour l'Ukraine? Imaginez un monde où l'enlèvement d'un chef d'État et la demande de sa peine capitale deviennent non seulement possibles, mais servent de précédent légitimant toutes les violences. C'est exactement ce qui vient de se produire lorsque les États-Unis ont enlevé le président vénézuélien, Nicolás Maduro, et exigent désormais la sentence suprême contre lui sur leur sol, défiant ouvertement le droit international. Mais ce n'est pas tout. Washington a frappé directement Caracas, n'hésitant pas à viser le Parlement vénézuélien, symbole même de la souveraineté nationale. Ce geste sans précédent a secoué bien au-delà de l'Amérique latine. À des milliers de kilomètres de là, en Ukraine, l'élite politique tremble. La Russie pourrait-elle, demain, bombarder la Rada ou éliminer le gouvernement en s'appuyant sur ce précédent? La question n'est plus théorique. Désormais, si cette logique s'impose, l'élite ukrainienne pourrait être visée à tout moment, sans que le droit international ni la morale ne servent de protection. Plus rien, aucun traité, aucune résolution de l'ONU, aucun principe universel ne tient face à la force brute lorsque les intérêts supérieurs sont invoqués. C'est une fracture totale du système mondial. La survie des États et de leurs représentants ne dépend plus de lois, mais de leur capacité à résister physiquement. En effaçant la dernière barrière morale, l'affaire Maduro a transformé chaque leader en cible potentielle. Pour comprendre jusqu'où ce choc sismique peut aller, revenons sur ce qui s'est réellement passé à Caracas. Plongeons dans les coulisses de l'opération américaine à Caracas pour saisir la portée réelle de ce précédent inédit. Comment une opération sans précédent a bouleversé les règles du jeu mondial? Tout commence avec une intervention militaire américaine d'une audace inouïe, menée sur le sol vénézuélien. Des forces spéciales pénètrent à Caracas, réalisant une opération ciblée pour capturer le président Nicolás Maduro, chef d'un État souverain et reconnu. Maduro est arraché à son pays, transféré de force à New York, où le ministère public américain exige ni plus ni moins que la peine capitale contre un président en exercice. Ce scénario hallucinant n'a pas seulement sidéré l'Amérique latine, il marque une rupture totale avec les lois internationales les plus fondamentales, notamment le principe de souveraineté et la protection des dirigeants contre toute arrestation arbitraire par un État tiers. La Charte des Nations Unies, les conventions sur les immunités présidentielles, tout cela semble soudainement relégué au rang de reliques poussiéreuses. L'intervention américaine viole de façon flagrante le droit international, mais ce qui choque le plus, c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, de la communauté internationale. Ni l'ONU ni les principales puissances mondiales n'ont osé condamner fermement ce précédent. En d'autres termes, ce coup de force dit au monde entier « Si vous avez la puissance, vous pouvez enlever, juger et même exécuter un président étranger, sans crainte de représailles ni de sanctions. » C'est la fin officielle de l'ère des garanties universelles et du respect des règles communes. Désormais, la sécurité d'un chef d'État ne dépend plus de traités ou de principes, mais exclusivement du rapport de force. La stabilité internationale, la prévisibilité et même la simple existence politique de tout dirigeant deviennent des notions fragiles, soumises à la volonté du plus fort. Cette mutation du système mondial expose chaque élite nationale à une menace directe, et personne n'est plus vraiment à l'abri. Mais pourquoi la Russie s'est-elle sentie soudainement autorisée à frapper l'Ukraine? Pour le comprendre, il faut analyser comment le précédent vénézuélien a ouvert la voie à une toute nouvelle logique d'affrontement, où la Russie n'a plus ressenti aucune limite pour s'attaquer à l'élite ukrainienne, quand la violence en chaîne sert de justification à l'escalade maximale. À mesure que le conflit s'enlise, une série d'attaques spectaculaires jette de l'huile sur le feu, faisant grimper la tension entre l'Ukraine et la Russie à un niveau inédit. Parmi les épisodes les plus marquants, l'utilisation de drones maritimes ukrainiens a visé plusieurs pétroliers russes dans la mer Noire, paralysant temporairement l'approvisionnement énergétique de Moscou et envoyant un signal d'audace jamais vu. Peu après, la capitale russe a été frappée en plein cœur par un attentat contre la résidence présidentielle, une action symbolique qui a semé la stupeur au sommet du pouvoir. Dans les mêmes jours, la nouvelle de l'assassinat du général Sorkov, figure clé de l'état-major russe, a choqué l'opinion publique et révélé un nouveau seuil de violence assumé. Sur le terrain,
L'horreur atteint son comble lorsqu'une frappe meurtrière s'abat sur un café très fréquenté à Kherson, tuant 27 civils en pleine célébration. Cet acte, largement relayé par les médias, a provoqué un choc émotionnel et servi d'élément déclencheur dans la rhétorique russe. Pour Moscou, il ne fait alors plus aucun doute. Ces attentats, ciblant autant la société civile que les symboles de l'État, signent la condamnation définitive de l'élite ukrainienne. Le Kremlin déclare publiquement que les auteurs intellectuels et opérationnels de ces attaques, identifiés comme membres du gouvernement ukrainien, n'auront plus aucune immunité. Ce cycle de représailles, où chaque acte sanglant appelle une riposte toujours plus brutale, fait planer la menace d'une escalade incontrôlable. Chaque événement renforce, dans l'opinion russe, la conviction que seule une réponse implacable peut restaurer la sécurité du pays. Désormais, les règles du jeu ont changé. La force prime sur le droit et la spirale de la violence s'auto-entretient, rendant chaque compromis plus improbable. L'enchaînement des attaques et des représailles a mené à un point de rupture, où la Russie se sent justifiée d'agir sans retenue contre les élites ukrainiennes. C'est dans ce contexte d'escalade inexorable que la Russie va mettre sa menace à exécution, déclenchant un premier acte de châtiment spectaculaire en Ukraine. Voyons comment ce tournant a marqué le début d'une nouvelle ère de confrontation directe. Le signal est clair. Plus personne n'est désormais intouchable. Le 4 janvier, la Russie a franchi un seuil inédit en frappant directement le bâtiment du renseignement militaire ukrainien, le GEUR, à Kharkiv. Cette attaque ciblée a éliminé des hauts responsables du renseignement, marquant l'effondrement du tabou qui protégeait jusqu'ici l'élite sécuritaire de Kiev. Ce n'est plus une frappe isolée, mais la démonstration d'un changement d'ère, où la force brute prime sur toute règle écrite. Le message adressé à Volodymyr Zelensky, à Vassil Malouk et à Kirilo Boudanov est sans ambiguïté. Ils sont désormais des cibles prioritaires, exposés à la liquidation physique comme n'importe quel ennemi de terrain. Derrière ce premier coup, Moscou laisse entendre le lancement d'une campagne systématique de neutralisation des chefs ukrainiens. Le but ? Désorganiser et décapiter la structure de commandement pour précipiter la chute de l'État ukrainien de l'intérieur. La rapidité et la précision de cette première frappe mettent en lumière un risque inédit, la possible désintégration accélérée de l'appareil d'État ukrainien. Si la Russie poursuit cette logique, plus aucun dirigeant n'est à l'abri d'une élimination ciblée, et l'ensemble de la chaîne de commandement se trouve désormais sous la menace directe. L'onde de choc est évidente. La sécurité des dirigeants ukrainiens n'est plus garantie par le droit international, mais par leur capacité à se cacher et à survivre. Mais jusqu'où cette logique du précédent vénézuélien peut-elle aller ? Après les chefs des services, la Rada elle-même, symbole du pouvoir législatif, est-elle à son tour menacée ? Explorons maintenant pourquoi l'exemple du Parlement vénézuélien fait planer une menace directe sur la Rada ukrainienne, et comment les principes internationaux semblent avoir définitivement cédé devant la force. Des règles abolies, des tabous effacés, sommes-nous entrés dans l'ère de la guerre sans limite ? Le précédent vénézuélien, c'est le choc qui a pulvérisé les derniers remparts moraux et juridiques du système international. Quand les États-Unis ont bombardé le Parlement de Caracas et arraché Maduro à son pays, ils ont offert à la Russie une justification, toute prête, pour viser la Rada ukrainienne. Aujourd'hui, le principe d'intouchabilité des lieux de pouvoir n'existe plus. Si le Parlement vénézuélien a pu être ciblé, pourquoi la Rada serait-elle épargnée ? Désormais, tous les traités, tous les plans de paix, toutes les garanties internationales, ce ne sont plus que des mots vidés de leur sens. Peu importe qu'un accord soit signé par une vingtaine d'États ou validé par l'Organisation des Nations Unies, s'il ne sert pas les intérêts des plus puissants, il peut être balayé d'un revers de main, sans autre forme de procès. Les dirigeants ukrainiens, eux, ne peuvent plus compter ni sur leur statut, ni sur le droit international pour assurer leur sécurité. Le précédent vénézuélien a brisé cette illusion. Plus aucune barrière ne semble empêcher qu'il soit physiquement éliminé, en tête de liste de potentielles représailles. Le pouvoir ne garantit plus rien, et l'histoire récente montre que la force prime désormais sur la norme. Ce basculement, c'est la fin d'un monde où le dialogue, le respect des règles et la prévisibilité assuraient une forme de stabilité. La confiance internationale se fissure. Chaque leader,
chaque institution sait que la menace de la force brute plane désormais au-dessus de sa tête. Le prix à payer? Une instabilité généralisée et l'effondrement de la sécurité mondiale. Car si plus rien n'arrête la logique du plus fort, plus personne n'est à l'abri. Pourtant, deux questions cruciales demeurent. Le point de non-retour a-t-il déjà été franchi? Et l'Ukraine peut-elle encore trouver un moyen de se protéger dans ce nouvel ordre sans règles? Pour y voir plus clair, il faut explorer jusqu'où s'étend ce précédent et quelles options restent réellement aux dirigeants ukrainiens face à cette menace grandissante. Plongeons dans les scénarios du pire et les maigres espoirs de résilience. Si la force fait loi, qui sera le prochain? Cette question n'a jamais été aussi pressante qu'aujourd'hui, alors que les ultimes barrières morales et juridiques viennent de tomber sous nos yeux. Le précédent vénézuélien, avec l'enlèvement et la demande d'exécution d'un président élu, marque un point de non-retour. Il démontre sans ambiguïté que la puissance brute prime désormais sur les règles créées pour protéger même les plus hauts représentants des États. Face à cet effondrement du droit international, plus personne n'est à l'abri. Les dirigeants, ukrainiens ou d'ailleurs, deviennent de simples pions, sacrifiables si cela sert des intérêts prétendument supérieurs. Nos illusions de sécurité collective, d'ordre mondial et de justice internationale se fissurent. À présent, ce n'est plus la signature d'un traité, ni une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui garantit la vie ou la stabilité d'un chef d'État, mais le rapport de force à un instant donné. Si un État peut enlever un président et exiger sa mort, qu'est-ce qui empêche demain un autre acteur de faire de même, prétextant le précédent? Où s'arrête l'engrenage de la violence et qui décidera qui est la prochaine cible légitime? En tant que citoyens, sommes-nous prêts à accepter un monde où la loi du plus fort remplace toute forme de justice? Ou continuerons-nous à croire, à tort, que les règles nous protègent encore? La disparition des fondements juridiques nous laisse dans une insécurité totale, où la paix internationale ne tient plus qu'à un fil.